En 1724, un homme pendu à Londres regarda la foule depuis l'échafaud. Il s'appelait William Fly, marin devenu pirate, condamné à mort pour meurtre en haute mer. Et pendant que le bourreau ajustait la corde, il lui fit une remarque. Le nœud était mal fait. Il le défit lui-même, le renoua correctement et tendit son cou. La foule hurla, pas d'horreur mais d'admiration. 300 ans ont passé et nous n'avons toujours pas arrêté de les admirer. Pourquoi? Pourquoi des criminels condamnés à la pendaison sont-ils devenus des icônes de liberté? Pourquoi leurs drapeaux ornent-ils des chambres d'enfants? Pourquoi Jack Sparrow fait-il rire là où William Fly faisait frémir? La réponse n'a peut-être rien à voir avec les pirates eux-mêmes. Commençons par détruire quelque chose. Le perroquet sur l'épaule, c'est Robert Louis Stevenson qui l'a inventé en 1883 dans l'île au trésor. La carte au trésor avec un X, idem, Stevenson. Le trésor enterré, c'est simplement une pure fiction littéraire quasi inexistante historiquement selon les archives. En un seul roman, un Écossais du 19e siècle a réécrit l'image d'un siècle entier de piraterie. Et la vraie vie d'un pirate alors? C'était le scorbut, la dysenterie, des dents qui tombent faute de vitamine C, une espérance de vie qui se compte en années, voire en mois après le premier voyage. Un marin pirate du 18e siècle avait statistiquement plus de chances de mourir de maladie que de combat. Alors comment ces hommes couverts de plaies, qui mouraient à 30 ans dans des cales humides, sont-ils devenus nos héros? Voici la première réponse que tout le monde donne, et elle est séduisante et même en partie vraie. Mais elle ne suffit pas. L'historien Marcus Rediker a passé des décennies à éplucher les archives judiciaires et les journaux de bord du XVIIIe siècle. Ce qu'il a trouvé dans ces archives est stupéfiant. Sur un navire marchand de l'époque, le capitaine était un tyran absolu. Il pouvait battre un marin sans raison, réduire sa ration, le faire travailler jusqu'à l'épuisement et même le laisser mourir sans le soigner. Sur un navire pirate, c'était différent. Les pirates élisaient leurs officiers, ils partageaient le butin de façon égale selon des règles écrites acceptées par tous. Ils limitaient l'autorité du capitaine et il existait même des systèmes de compensation pour les blessés de guerre. Un bras perdu au combat? Indemnisé. Un œil crevé? Indemnisé. Et tout ça 70 ans avant la Révolution française. 100 ans même avant les premiers syndicats. Rediker appelle ça l'un des systèmes les plus égalitaires de distribution des ressources qu'on puisse trouver au XVIIIe siècle. Alors on veut conclure tout simplement, c'est pour ça que nous les aimons, parce qu'ils étaient des précurseurs de la justice sociale, des révolutionnaires sans le savoir. Mais Rediker lui-même met en garde contre cette lecture trop commode. Ces hommes ne cherchaient pas à changer le monde, ils cherchaient de l'or, et surtout à ne pas mourir trop vite. Alors pourquoi quelqu'un choisissait-il cette vie? Imaginez un jeune homme, 20 ans, il s'appelle peut-être Thomas ou James. Il est né dans un port anglais, fils de personne. Il a signé son engagement sur un navire marchand parce qu'il n'avait pas le choix. La traversée de l'Atlantique dure 3 mois. Il dort dans un hamac, à 40 centimètres de son voisin. Il mange des biscuits pleins de charançon. Il regarde 2 de ses compagnons mourir de fièvre avant même d'apercevoir les Caraïbes. Et pour tout cela, il est payé une misère que son capitaine peut réduire à volonté pour n'importe quelle raison. Un matin, un navire apparaît à l'horizon, pavillon noir. Ce que Rediker a découvert dans ses archives, c'est que ces hommes ne rejoignaient pas la piraterie par goût de l'aventure. Ils fuyaient simplement un système maritime légal où la violence des capitaines était banalisée, les salaires dérisoires et les conditions de travail proches de l'esclavage. Le choix n'était pas entre la légalité et le crime, c'était entre 2 formes de misère. L'une avec des règles qu'on vous impose, l'autre avec des règles que vous avez votées. Certains choisissaient donc le pavillon noir. Mais voilà où quelque chose d'étrange se produit. Pendant plus d'un siècle après la grande époque de la piraterie, personne n'idéalisait ces hommes. Les archives judiciaires les décrivent comme des vermines, les journaux de l'époque comme des monstres, les sermons des pasteurs comme des instruments du diable. Et puis, en 1883, Robert Louis Stevenson publie L'île au trésor et tout bascule. Le personnage central du roman, Long John Silver, est un meurtrier, un manipulateur, un traître. Stevenson ne l'écrit pas comme un héros. Il le construit comme un personnage moralement ambigu, à la fois menaçant et charismatique, ce qui en fait une figure bien plus complexe et mémorable qu'un simple criminel. Et c'est précisément ça qui a tout changé. Pas la glorification du crime, l'ambiguïté morale. Quelqu'un qui vit hors des règles, mais qui a ses propres règles. Quelqu'un qu'on ne peut pas ranger facilement dans une case. La psychologue Dara Greenwood, qui a consacré ses recherches à notre rapport aux figures moralement ambiguës, a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Ces personnages nous fascinent précisément parce qu'ils incarnent une forme de féroce individualisme, la fantaisie de quelqu'un qui agit pour lui-même, sans rendre de compte à personne. Et en fait, ce n'est pas que nous approuvons leurs actes, c'est que nous nous demandons secrètement ce que ce serait de vivre comme ça. Et c'est là que tout prend son sens. Regardez votre semaine. Réveil à la même heure, trajet, réunion, mail, réunion, trajet, dîner, sommeil,
recommencer. Nous vivons dans des systèmes d'une précision absolue. Des emplois du temps, des hiérarchies, des obligations légales, fiscales, sociales, des algorithmes qui décident de ce que nous voyons, entendons, consommons. Nous sommes, pour la plupart, des engrenages dans une machine tellement grande que nous n'en voyons jamais les bords. Et le pirate n'a pas d'employeur. Il ne pointe pas. Il ne répond à personne, sauf aux hommes qu'il a lui-même choisi de suivre. Il se lève quand il veut. Il va là où le vent l'emmène. Il n'est pas libre, bien sûr. La mer tue, la maladie tue, la potence tue. Mais il a fait le choix de ses contraintes. Et c'est ce choix qui nous fascine. Pas les pirates, mais la possibilité des pirates. Il y a pourtant quelque chose que presque personne ne dit. William Fly était pirate depuis seulement 4 mois quand il a été arrêté. 4 mois, sa carrière entière. La plupart des pirates du XVIIIe siècle vivaient moins de 2 ans après leur première sortie en mer, certains seulement quelques semaines. La liberté qu'ils incarnent n'a duré que le temps d'un rêve, et pourtant leur drapeau flotte encore. Peut-être parce qu'il nous rappelle quelque chose d'inconfortable, que le chemin tracé, l'école, le travail, les horaires, les obligations, n'a jamais été une loi naturelle. C'est un choix collectif, un accord tacite que personne ne vous a vraiment demandé de signer. Les pirates l'ont refusé, et ils sont morts pour ça presque tous. Mais la question qu'ils posent, elle, ne meurt pas. Et si un jour, vous vous retrouvez à regarder l'horizon un peu trop longtemps, vous saurez exactement ce que ça veut dire.